Coucou Nadège, Salut Sandrine. bienvenue sur Gizmo pour ce nouvel épisode en ta compagnie. Et merci de l'invitation. Ça fait super, je suis super heureuse d'être là, quoi. J'espère qu'on passera en tout cas un bon moment et puis surtout, en fait, j'en doute pas trop. On a un tout petit peu papoté en amont toutes les deux et j'ai adoré vraiment faire ta connaissance et tu m'as beaucoup distillé un petit peu de ton parcours et tes différentes expériences. Et c'est aussi pour ça que je suis assez enthousiaste à l'idée de faire cet épisode avec toi. Je ne vais pas trop teaser sur le contenu de l'épisode. Je vais direct proposer de te présenter à ceux qui nous écoutent en nous disant qui tu es et comment tu es arrivé dans la 3D au tout début. Euh, Déjà, tu sais, moi, ça a été un plaisir réciproque de te rencontrer, Sandrine, puis de parler un petit peu avec toi avant et tout. Tu m'as bien mis à l'aise, donc je te remercie pour ça. Euh, Regarde, actuellement, je suis CG Supervisor chez Hybrid Technologies. Euh, Ça fait quoi, un an et demi que je suis là. Mais j'ai commencé, en fait, il y a un petit bout de temps. Après mon baccalauréat scientifique, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je vais faire? Puis finalement, je suis allée en prépa artistique. Rien à voir. Tu sais, j'ai fait de l'art, puis ça a bifurqué vers le graphisme. Donc j'ai fait une maîtrise en communication visuelle. Et entre-temps, j'ai fait aussi tu sais, un petit stage en animation 2D. Je me suis dit, hey, j'aime bien le côté animation, puis j'aime le côté ordinateur, technologie et tout ça. Donc je me suis dit, ouais, je vais essayer de me trouver des études, une école qui fait qui mélange les deux, le côté artistique puis le côté technique. Donc je me suis tournée vers la 3D. Donc au départ, je voulais faire de l'animation 3D. J'ai postulé à plein d'écoles, d'écoles à Paris, à Lyon, puis à Montréal. Et c'est sûr que tu sais, après une maîtrise en communication visuelle, euh, disons que tu veux des études plus courtes. Tu as déjà un certain âge, puis tu veux comme écourter des études. Puis Montréal, c'était cool parce que c'était un an intensif. Mais puis ça me changeait de Paris. J'avais déjà passé plusieurs années à Paris. Je voulais faire juste changement. Donc j'ai pris ma petite valise, puis direction Montréal pour aller faire le Centre NAD, qui est une école quand même très réputée à Montréal. Donc j'arrive avec mes petites valises et tout, en colocation. Je connais personne. Première chose qu'on me dit en arrivant, achète-toi des bottes et un bon manteau. Je suis arrivée en plein hiver, il y avait déjà 1 mètre de neige, tu vois. C'était quand même assez drôle, c'est comme arrivé. Puis voilà, je me lance là-dedans. Donc le centre NAD, à ce moment-là, c'était pas encore reconnu comme une école publique. Maintenant, c'est universitaire. Moi, c'était juste un an. Maintenant, c'est 3 ans. Moi, c'était juste un an. Mais un an, jour et nuit, là, on dormait là-bas. Tu dormais là-bas, tu mangeais des capes de nouilles tous les jours. Puis c'est ça. Disons que ça coûtait cher à ce moment-là, donc t'en profitais. C'était un an où tu apprenais tout de la 3D. Donc, tu faisais tout. Tu faisais même ton storyboard. Tu faisais ton storyboard, tu faisais ton premier démo où tu passais partout. Modeling, texture shading, rigging, caméra, animation. Donc, tu voyais tout, tu touchais même au matte paint. Donc tu sortais de là, tu étais généraliste en fait. Tu savais déjà un peu tout faire. Et tu sais, moi je voulais faire de l'animation. J'avais aimé ça. Donc j'ai été prise chez Buzz Images à l'époque. Même avant, juste à la fin de mes études, j'étais prise chez Buzz Images. Puis dans tout ça, tu sais, il y a l'immigration, faut pas oublier, il y a les papiers à faire. Tu sais, j'étais venue avec un visa étudiant. Puis tu peux aller travailler dans le domaine dans lequel tu as étudié, mais il faut te faire encore des visas. Donc, tu sais, c'est comme beaucoup de choses. Tu arrives à un nouveau pays, les visas, tu as un nouveau boulot, et il faut que tu t'habitues à la culture québécoise et à tout ce qui est la langue aussi, parce que finalement, mes cours, c'était moitié québécois, moitié anglais. Puis on s'entend quand on arrive de France, hein, l'anglais, c'est pas vraiment notre force. Je peux te dire que j'ai eu des mal de tête assez intenses. Puis c'est ça que j'ai commencé chez Buzz Images en publicité. Donc je suis tombée sur quelque chose qui était quand même assez connu à l'époque, donc c'était quand même en 2006.
que j'ai commencé, c'était les castors de Belle. C'était l'emblème de Belle. Et c'était plein de castors. J'ai fait du castor pendant 2 ans et demi. Donc, tu sais, commencer à les animer, puis à tester un peu. Puis finalement, je me suis rendu compte que l'animation, tu vois, l'animation, c'est vraiment que du gris. Tu vois, tu les fais bouger, mais tu vois ça juste en gris, puis ça me convenait pas. Je trouvais que ça manquait de couleur, ça manquait. Tu sais, je voulais voir le final. Finalement, mon passé de graphisme m'a rattrapé et j'ai fini par faire les affiches des castors. Les affiches, tu sais, toutes les publicités dans les journaux, les flyers, des choses comme ça. Donc, c'était de faire de l'éclairage, c'était de refaire les poils des castors, les peindre et tout ça, les retouches. Et tu sais, de fil en aiguille, ça a changé. J'ai fini finalement, donc j'étais plus en animation, j'ai fini par faire de l'éclairage, puis de la texture, shading et du poil. Ça va comme rattraper un peu. Puis j'avais été la seule, je pense, dans un de mes démos du NAD à faire du poil. Donc, voilà. C'était prédisposé. Oui, c'est ça, prédisposé. Donc, tu sais, c'était drôle parce qu'en sortant du centre NAD, je voulais pas faire d'éclairage et pas faire de poil. Et je me retrouve à faire de l'éclairage et du poil finalement. Tu sais. Et, En fait, c'est fou de se dire que en 1 an de cursus, ils avaient réussi à te faire voir en fait toutes ces disciplines-là. Aujourd'hui, on les fait plutôt en 3 ans de master et c'est pour autant assez dense. Donc, je veux clairement bien te croire que les jours et les nuits étaient très très courts. ouais. Tu te souviens à ce moment-là pourquoi justement le lighting, le texturing, ça t'attirait pas et tu étais beaucoup plus vers l'animation? Qu'est-ce qui te rebutait là-dedans? Et au final, tu y es revenu par une autre porte en fait, finalement en pratiquant et en te rendant compte que tu étais un peu frustré dans l'anime et c'était pas ce que tu voulais faire. Ben, en fait, tu sais, c'est parce que quand tu arrives au light et poil, c'est quand même assez complexe. Ouais. Et puis, quand tu passes un an, pendant cette année-là, tu vois un peu tout. Il y a des parties que tu fais en équipe, puis des autres que tu fais tout seul. Et c'était quand même beaucoup de travail, de technique, puis de responsabilité, surtout quand tu arrives au light, où tu récupères tout ce qui vient d'avant. Puis il faut que tu fixes ce qui marche pas pour arriver à sortir le tout, quoi. Et, euh, et puis le poil aussi, les outils à ce moment-là n'étaient pas terribles en fait. C'était pas évident. C'était beaucoup de patience et tout ça. C'est positionner chaque poil à la bonne place. C'est pas, disons que faut que tu sois patient et que tu aies de bon nerfs, tu sais, pour tenir le coup. Et je refaisais aussi le poil. Le poil, c'est quand même assez technique. Donc si tu te plantes, disons, si tu te plantes, ça va pas sortir comme tu veux, ça va pas avoir le look que tu veux. C'est beaucoup d'essais-erreurs. L'animation, tu as un personnage, tu le fais bouger, tu le vois tout de suite. Mm, mm. Il y a aussi ça, le lighting aussi, il faut que tu attendes ton rendu pour voir quelque chose, si ça avait l'air beau ou pas, comme tu voulais. Puis finalement, tu sais, j'aimais ça animer, mais je me suis dit, est-ce que je veux faire ça 8 heures par jour jusqu'à ma retraite? Puis clairement, bah non. J'avais envie de voir d'autres choses. J'avais envie de tester plein d'autres choses. Puis euh, c'est sûr que, tu sais, en ayant été dans la communication visuelle, j'avais l'habitude de finaliser les choses. Tu sais, de mettre ça beau, de faire en sorte que la mise en page soit correcte, soit belle. Tu sais, c'est plein de choses comme ça. Donc, ça m'a rattrapé tout naturellement. C'est pas à dire, mais c'est ça, ça m'a rattrapé tout naturellement. Puis j'ai appris à, j'ai appris à utiliser les outils comme il faut pour que ça soit moins laborieux aussi de mon bord. À force d'en faire, bah, tu trouves des petites affaires, des petits trucs par-ci, par-là qui vont t'aider à, à aller plus vite ou à avoir ce que tu veux comme tu veux et plus rapidement, quoi. Donc, ouais, c'est pas mal ça qui s'est passé, c'est venu vraiment naturellement. Puis je voulais vraiment garder mon travail. Dès que tu étais immigrant, tu as la chance d'avoir un boulot en sortant de l'école et tu as un visa pour ça, tu veux pas le perdre. Donc tu es prêt à tester plein de choses aussi pour garder ton travail,
pour avoir un pied dans l'industrie, quoi. Parce qu'à ce moment-là, quand moi je suis sortie, euh, j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé et qui m'ont, disons, je cherche mes mots là, mais euh, proposer une job, c'était un travail. Et c'était un de mes professeurs du NAD qui essayait de placer ses élèves. Donc c'est vraiment cool. J'ai été flattée d'être choisie pour être placée, tu sais, tout de suite. Donc c'est sûr que là, tu t'investis beaucoup, puis tu dis, ok, j'ai fait 1 an intensif, je veux faire ça, mais c'est peut-être pas finalement ma voie. Je vais essayer autre chose, mais je veux rester là-dedans, je veux pousser. Donc c'est Ouais. ça. Tu voulais saisir ta chance et vraiment profiter de cette opportunité. Donc, à la fois, tu t'es écouté, mais en même temps, en continuant de t'écouter, tu t'es aussi rendu compte que ce qui te portait au début, l'animation, c'était pas vraiment ce que tu avais envie de faire 100% du temps. Et puis, surtout en pratiquant, tu te rends compte que les obstacles au début que tu rencontrais en faisant du texturing, du shading, du poil, progressivement, étaient un peu plus gommés parce que tu gagnais aussi en habileté, en dextérité, et c'était plus aussi laborieux qu'au début, même si ça reste moins instantané que l'animation, où juste en faisant quelques posings, tu as déjà un résultat immédiat. Là, il fallait être un peu plus Exactement. patient, mais au moins tu étais un peu plus maître de ce que tu voulais faire, à savoir une image un peu plus de A à Z et pas juste une partie. Or, les animateurs, en général, ils combinent pas d'autres spécialités comparé à C'est ça. toi, où tu pouvais faire du lighting, du texturing et rester un peu C'est ça, plus exactement. généraliste dans cette création d'images. Euh, Oui, c'est exactement ça. j'ai une question par rapport justement là à ton intégration au Québec. Il y a un truc qui t'a marqué au début. Tu racontes ces études où il a fallu vraiment t'adapter un peu au climat, d'où cette blague que tes potes te faisaient. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a frappé au début et qui, en tant que Française, peut-être dans la mentalité ou dans l'adaptation ou peut-être dans se positionner aux autres, peut-être le rapport, est-ce qu'il y a un truc qui à ce moment-là te marquait et qui à ce moment tu t'en souviens? Oui, la, la première fois, tu sais, comme je disais au début, quand tu arrives, on m'a dit, va te chercher des bonnes chaussures. Je suis allée dans un magasin, je suis rentrée, on m'a dit, comment vas-tu? J'ai regardé la personne, je me dis, mince, je l'ai vue où, cette personne-là? Je l'ai jamais vue. Pourquoi elle me tutoie? Tu sais, ça, c'est quand même le truc, t'arrives, mais tout le monde tutoie tout le monde. C'est naturel, mais quand t'arrives, tu le sais pas, tu fais, mais qu'est-ce que tu me veux? Tu sais, c'est quoi? On se connaît, mince, j'ai oublié ton nom. Mais non, en fait, non. Tu sais, en fait, les Québécois sont très accueillants. Sont, tu vas être très, très bien accueilli. Il dit, oh, comment tu vas? Tu rentres dans le magasin, c'est, oh, vous allez bien aujourd'hui, vous avez besoin de moi. Tu sais, où tu vas bien, tu as besoin de moi. Et ça m'a marqué. Ce qui m'a marqué aussi, c'est quand je suis arrivée en colocation. Donc, j'avais jamais vu mes colocataires, juste parlé au téléphone. Et je suis arrivée peut-être 10 jours avant Noël, tu vois. Et ils m'ont invitée dans leur famille pour Noël et le Nouvel An. Waouh. Là, ils m'ont ouvert la porte. Là, viens avec nous, viens manger avec nous, passe Noël avec nous. Tu vas partir toute seule là-bas, à l'appartement. Tu vois, c'est le côté chaleureux et accueillant des Québécois. Je ne veux pas dire du Canada au complet, parce que j'ai pas visité vraiment une autre région, mais le Québec, les gens sont très très accueillants. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ils se prennent pas la tête, disons. Et j'ai pas peur de demander l'heure à quelqu'un dans la rue. C'est bête, hein, mais à Paris, j'hésitais. Tu comprends? Ce genre de choses, j'hésitais. Tu sais, à Paris, je me suis déjà fait cracher dessus. Donc, je suis que. Tu sais, je pense, il y en a partout, hein, mais quand je suis arrivée, j'ai pas peur. Et souvent, ça, en plus, c'est des touristes qui venaient me voir pour me demander où aller ou des choses comme ça. Je fais, mais je suis pas d'ici, moi. Mais tu vois, en général, c'est la culture, ils sont très chaleureux, québécois, et très accueillants, quoi. Tu peux aller dans. T'es invité quelque part, t'es peut-être un ami de quelqu'un, mais les autres vont t'ouvrir leurs bras, quoi. C'est pas, t'es pas mis à part. Ils te mettent facilement à l'aise. Ça, c'est pas que c'est pas un choc culturel, mais je trouve que c'est un bon point, en fait. C'est un point positif. Tu sais, j'ai vraiment apprécié cette partie-là. Puis, j'ai dit, au Nouvel An, là, j'étais dans la famille d'un autre coloc, puis je montais des meubles Ikea avec son père. T'as dit, c'était. Puis en plus, il était anglophone. Alors, t'imagines?
Mais non, ça a été la première chose qui m'a choquée. Puis le deuxième, ce qui est un peu moins positif, je cherchais le métro partout. Parce que clairement, le métro, là, à Montréal, c'est pas celui de Paris. Mais vraiment pas. Tu vois. Tu marches longtemps avant de trouver une bouche de métro. C'est-à-dire, Puis, les stations sont très éloignées, du coup. oui, puis t'as 4 lignes de métro. Ok. 4 lignes, à Paris, il y en a combien? 14, 15? Je sais pas. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis après, les bus, c'est direction nord, sud, est, ouest. Euh, ok, faut que j'apprenne les points cardinaux. Où est-ce qu'ils sont par rapport à où? En fait, c'est par rapport au fleuve, mais il faut le savoir. C'est des petites choses comme ça, tu t'adaptes. C'est pas la culture, mais là, c'est bah oui, dans un sens, ça fait partie de la culture ou des habitudes de vie. Mais je me suis perdue plein de fois. Avant de Je me trop suis débarquer. vraiment perdue. Puis à Montréal, tu sais, ça peut être pratique pour dans un certain sens, mais t'as t'as que des routes, si tu veux, des rues perpendiculaires aux autres. Donc c'est un quadrillage, si tu veux. Mais tout se ressemble, du coup. Ça se ressemble un peu. Donc au début, je me perdais vraiment beaucoup. Puis je marchais longtemps, puis à un moment donné, je demandais au chauffeur de bus, mais ah mais non, c'est dans l'autre sens, vous êtes complètement l'opposé. Ah, merci. Bon, bah c'est ça. Mais on s'habitue à tout, là. On s'habitue, mais ouais, ça a été plus cette partie-là, tu sais, sinon, euh, il y a toujours comment dire, euh, tu sais, des choses qui reviennent comme oh, nous on pense que les Québécois sont la chemise carottée puis tu sais, la hache dans la main, tu sais. Non, clairement pas. Puis nous on n'est pas avec notre béret avec la baguette sous le bras, C'est tu ça. sais. Ah, c'est ça, tout le monde a des préjugés. Mais non, clairement ils sont pas c'est pas comme ça, Mais, pas mais du un, tout. mais un préjugé en tout cas qui n'a pas passé l'Atlantique, c'est le fait qu'il soit accueillant et qu'il t'ait vraiment tendu la main et qui du coup, Ouais, toi, t'as rendu ton intégration vachement plus évidente et facile, surtout en débarquant toute seule euh, ouais. dans ce pays où à la fois tu fais tes études, mais tu as aussi pour projet de trouver un boulot et d'y rester. Donc ça aide à mon avis pour créer des liens et lier des relations avec les gens qui Ouais. t'entourent. Tout à fait, tu sais. Puis c'est vrai que quand tu arrives comme ça, que tu avec tes bagages, là, je sais pas, j'avais quel âge? C'était en 2004 que je suis arrivée, donc j'avais 23 ans. Et clairement, t'arrives, puis d'un seul coup, tu sais, tu t'imagines, tu sais, sur la carte du monde, là, tu dis, mince, je suis vachement loin de la France. D'un seul coup, je suis toute seule, j'ai même pas de famille, j'ai personne ici. Tu sais, c'est sûr que donc, l'accueil chaleureux a aidé à passer ce cap-là aussi, tu sais. D'arriver avec ta valise, puis te dire, bah, si t'es dans la merde, bah, c'est ça, débrouille-toi. Au moins, tu sais, l'accueil des gens, puis de mes colocs. Et mes colocs m'ont beaucoup aidé aussi, tu sais, pour l'intégration, ils m'ont tout expliqué comment ça marchait et tout. Puis que c'était normal comme tutoie dans les magasins. Qu'il allait falloir que tu t'y fasses. C'est ça qu'il fallait que tu t'y fasses. Là. Mais non, j'ai eu de la chance quand même. J'ai eu des bons colocs, puis un très bon accueil, tu sais, de leur famille et tout. Donc, qui sont toujours mes amis d'ailleurs. Ouais, Je les ai- mais ça se sentait en tout cas que tu avais créé des vrais liens avec eux et que oui, même quelques années après, vous deviez toujours être en lien. Et ce cocon-là et ce cadre doit sûrement aussi t'aider à- à avoir confiance en toi et justement lors de cette première expérience où tu es à Buzz Image, bah, à faire des choix qui vraiment te correspondent et à tester ce que tu nous racontais au début. Bah, bifurquer, te rendre compte que l'animation c'était pas pour toi, puis finalement retester et revenir sur le shading, lighting et fur que tu C'est avais un ça. peu délaissé. Euh, Mhm. Comment tu navigues ensuite et tu te fais ta place et comment tu penses ensuite le reste de tes expériences et de tes jobs après cette première expérience chez eux? Ouais, tu sais, j'avais beaucoup de motivation. Donc, Ouais. clairement, tu sais, j'ai poussé là-dedans, puis de fil en aiguille, en fait, ma première expérience chez Buzz Image, mon lead, en fait, était une femme. Mm.
Tu sais, elle m'a donné la chance aussi d'aller plus loin. Après, elle a eu confiance. Tu sais, la confiance s'est installée. Puis, comme je te disais, tu sais, j'ai été atterrie sur les prints, des choses comme ça. Puis, de fil en aiguille, ben, on m'a mis sur les spots web. C'est tout ce qui passait sur le web. Après, même dans les arénas de hockey, les petits castors, ils passaient dans les arénas de hockey. J'étais toute contente, tu sais, c'est comme quelques pixels de haut, là, mais c'est pas grave, j'étais contente pareil. Puis, tu sais, de fil en aiguille, ben, on m'a mis après sur les spots télé, anglais, français, des 30 secondes, des choses comme ça. Et vu que tu sais, à ce moment-là, tu te débrouilles un peu, pas tout seul, mais tu sais, il y a moins une grosse équipe qu'il peut y avoir maintenant dans certains studios. Puis il fallait que tu saches faire un peu de tout, parce que maintenant c'est très, tu sais, spécialisé par département, mais avant c'était beaucoup très généraliste. Il fallait que tu saches faire un peu de tout. Puis donc je me suis débrouillée, puis à un moment donné, ils m'ont donné la responsabilité de Spot TV. Donc en fait, tu sais, j'avais la responsabilité euh, de suivre les texture shading, puis le light. Donc ils ont vu que je me débrouillais, donc ils m'ont laissé avec ça. Puis entre-temps, tu sais, ça a bifurqué, puis j'ai fait quelques tests sur des petits films ou des films de série B, tu sais. Donc, je pense que c'est vraiment comme beaucoup de motivation et de montrer que tu veux le faire, tu sais, puis que tu es capable. Euh, mais c'est ça, tu sais, en fait, Buzz a été vraiment une bonne école pour moi parce que j'ai pu toucher à beaucoup de choses, puis apprendre beaucoup de choses. La pub, c'est vraiment bien quand tu sors de l'école parce que ça te permet de toucher tu sais, à des choses très différentes, puis à voir ce que tu veux vraiment faire et aussi à te débrouiller et à comprendre les autres départements. Parce que des fois, finalement, quand tu sors de l'école, si tu vas dans un département très spécialisé puis que tu sors pas de là, tu vois pas autour ce qui se passe. Mais ça peut être très enrichissant pour toi de voir ce qui se passe autour, dans la suite ou tu sais, avant toi ou après toi. Ça, ça aide beaucoup à comprendre qu'est-ce que les autres ont besoin de toi. Donc pour la pub, la pub m'a apporté cette partie-là. Ça, c'était vraiment, tu sais, ça m'a apporté vraiment une grande expérience là-dedans. Puis aussi de débrouillardise. Je te le dis tout de suite, beaucoup de débrouillardise. Forcément, Euh, quand tu as des équipes qui Vas-y. sont plus petites, on compte un peu plus sur toi et c'est là où il faut que tu fasses preuve d'initiative, que tu trouves des solutions. Euh, Surtout, plus les équipes sont petites, plus tu as moins de personnes qui sont responsables et donc moins de personnes qui ont du temps à te dédier pour justement te prendre par la main et te donner un espèce de plan détaillé. Il faut que tu explores un peu par toi-même et c'est aussi dans cette exploration où toi tu t'es éclaté à savoir ce qui te plaisait un peu plus. Et puis d'expérience en expérience, tu as aussi pu témoigner une envie et dire en fait ce qui te plaisait et grâce à une équipe qui t'écoutait, prendre en fait des responsabilités sur tous les projets qui venaient. C'est un peu comme ça que, enfin en tout cas je le traduis comme ça, que tu as pu évoluer chez Buzz, mais tu n'étais pas toute seule, discrète, tu témoignais aussi cette envie et tu le partageais en fait avec l'équipe, les projets venant, C'est pour un peu ça, oui, saisir les exactement. opportunités. Ouais, ouais, vas-y, je termine ta phrase, je t'ai coupé. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Puis, ils m'ont donné la chance aussi de pouvoir le faire. Ouais. Tu sais, il y a ça, puis j'ai rencontré du monde vraiment, tu sais, euh, vraiment expérimenté et très intéressant aussi chez Buzz Images. Et il y en a certains qui m'ont pris sous leur aile. Tu vois, il y a, moi, il y a eu Sandra Germain qui était au début, là, qui m'a pris son aile en animation et dans la pub et tout. Et après, il y a eu Martin Pelletier, qui est d'ailleurs chez Rodeo, qui s'occupe voyons, du studio de Québec, qui lui m'a plus formé pour le lighting à ce moment-là. Tu vois, donc j'ai des personnes comme ça clés qui sont arrivées aussi dans ma vie, qui m'ont poussé un peu plus, qui ont bien voulu croire en moi et développer certaines aptitudes que j'avais, quoi. Arrivé là, tu sais, j'ai rencontré ça, pas mal de monde. Puis Buzz s'est splitté en deux à un moment donné. Donc il y avait Buzz Images et Oblique FX. Je suis restée un peu chez Buzz Images. Et finalement, il y a,
il y a justement Martin Pelletier, puis il y avait Yannick Kouliski qui était à ce moment-là. Ils ont créé un autre studio qui s'appelait Modus FX. Euh, ils m'ont invité à les rejoindre. Donc, j'étais invitée à les rejoindre, puis en même temps, je me suis dit, j'avais fait le tour de ce que je voulais faire. Je voulais tester un peu le film, plus le film. Donc, je suis allée chez Modus qui faisait du film. J'ai commencé mes premiers vrais films ici. Tu sais, j'avais commencé un peu chez Buzz, mais d'être à 100% dessus, chez Modus. Donc, je suis arrivée au Light. Puis finalement, ils m'ont mis lead Light pas longtemps après. Donc, ça faisait quoi, même pas 3 ans que je travaillais, je pense. Quelque chose comme ça. Euh, donc, je pense qu'il y a eu les premiers projets, c'était du Mr. Nobody, puis après on a fait un film avec des corbeaux pour la France, un film français. Et je pense que celui-là, il y avait comme 300 shots qu'on a fait dessus, avec des corbeaux. Et que, tu sais, c'est de fil en aiguille. Euh, je suis arrivée à un poste de lead, alors j'étais encore à peu près junior. Mais je pense que, tu sais, comme je dis souvent, un lead n'est pas forcément le meilleur artiste. Tu peux être très bon artiste et très mauvais lead, et tu peux être aussi très bon lead et très mauvais artiste. C'est pas les mêmes aptitudes. C'est pas du tout la même chose. Tu sais, gérer les gens, gérer des deadlines, gérer les émotions des gens. Ça fait partie d'un poste de lead ou de supervision. Dès que tu rentres là-dedans, de gestion, ça fait partie de ça. Et chez Modus, je pense que j'ai fait 19 projets en 5 ans, dont 1 an en maternité. Parce que oui, j'ai eu mon petit garçon entre deux. Donc, tu sais, on a travaillé fort chez Modus parce que ça venait d'ouvrir et tout, mais tu sais, ça a été quand même 5 ans où j'ai été plus poussée dans le management, puis ça m'a plu. Tu vois, ils m'ont fait confiance, ça m'a plu, puis je suis arrivée, quand j'étais lead light, j'avais à peu près 9-10 personnes à gérer. Ce qui est lié, je pense que c'est à peu près la limite quand tu es lead. Puis c'était des beaux projets, vraiment des beaux projets, et on a fait un peu de tout. Tu sais, puis de voir un petit peu tout ce qui se faisait, tu sais, des créatures, que ça peut être avec des explosions, plein d'effets différents, avec des shows différents. J'ai pu travailler sur des films d'animation, des documentaires full 3D, des films avec de l'intégration, tu sais, des cinématiques de jeu. Donc, ouais, un peu de tout. Vraiment un peu de tout. Et des challenges différents, vraiment très, très différents. Et quand tu as de l'intégration, que tu fais un full 3D, c'est pas la même chose. L'intégration, il faut que tu te fies à ce qui a été tourné, t'as pas trop le choix. Mais quand c'est full 3D, tu as un peu plus de liberté, disons. Tu as une direction artistique qui t'est donnée, mais tu as plus de liberté. Et que, ça a été vraiment une belle expérience. Puis j'ai vu beaucoup de monde, parce qu'au début, on était, je pense, 13 dans une cuisine. 13 personnes dans une cuisine. Et c'était vraiment cool. J'avais même le chien du patron qui dormait sur mes jambes, sur mes pieds. J'avais bien chaud aux pieds. Puis on a fini, on était 120. Waouh. J'ai vu jusqu'à 120 personnes là-bas. Donc ça a vraiment été des projets, ça a eu une évolution fulgurante. En 5 ans seulement? Ah ouais, à peu près. Moi, je suis restée 5 ans, ça a ouvert c'était 7 ans. Ça a ouvert 7 ans. Mais oui, j'ai pu faire du Riddick, du Twilight, alors que c'était une boîte qui n'existait pas depuis longtemps. Mais ça a été une bonne école, puis j'ai eu plein de monde passer. Puis plein de gens qui venaient d'autres entreprises aussi. Donc j'ai appris avec eux. Et tu t'apprends autant, tu peux apprendre quelqu'un qui a fait plein d'entreprises, tu peux apprendre aussi de quelqu'un qui sort de l'école. C'est pas parce que toi, t'es sorti il y a, je sais pas, 10 ans que t'apprends plus. T'apprends tous les jours, puis tu vas apprendre celui qui sort de l'école aussi. Et, mais c'est ça, il y en avait même dans l'équipe de lighting que j'avais qui avait beaucoup plus d'expérience que moi.
c'est toujours un peu intimidant, tu sais, quand t'es lead d'un département, puis que les gens à qui tu dois dire, bah, il faudrait faire ça, ou tiens, il faudrait que tu changes ci ou ça, ont peut-être 10-15 ans de plus d'expérience que toi. C'est pas toujours évident, quoi. Et puis en plus, tu sais, à cette époque-là, quand je suis sortie, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le milieu, euh, surtout au côté technique. Dès que ça venait un peu technique, les femmes étaient plus peut-être en texture, ou à côté plus artistique. On avait un peu plus peut-être au comp aussi, au compositing. Mais des leads, il n'y en avait pas tant que ça. Des leads ou en plus technique comme le lighting, c'est quand même c'est artistique, mais c'est technique aussi, parce que tu as toujours des impératifs. Faut rendre à telle date, faut que ça prenne tant de temps du frame, faut que, tu sais, c'est comme plein de choses comme ça. Là. Puis il faut que tu trouves des astuces pour régler ça. Puis, ben c'est ça. Donc, souvent, les réunions avec les leads et tout, bah, j'étais la seule femme. C'était correct, mais en même temps, c'est impressionnant parce que vu que tu es la seule femme, bah, tu vois plein de gars qui parlent entre eux, mais tu sais qu'ils ont leur propre langage, entre guillemets, là, puis que nous aussi, entre femmes, on se parle différemment, tu sais, je sais pas, mais deux gars qui se parlent ensemble, puis deux femmes qui se parlent ensemble, c'est pas la même chose. Puis pareil, un gars puis une femme qui se parlent ensemble, ça va pas être les mêmes discours, tu sais. Donc, puis, bah, c'est ça, tu sais, je pense que, disons que j'ai tenu le bon bout, puis je pense, tu sais, j'ai prouvé que, bah, regarde, je suis là, je pense que je fais bien la job, puis tu vois, je le dis, ce sont des hommes qui m'ont donné ma chance aussi. C'est eux qui m'ont mis dans le lead. Puis, tu sais, de fil en aiguille, je pense que la confiance s'installe. Après, je pense pas qu'au début, tu sais, dans ces années-là, c'est sûr qu'il y avait moins de femmes, c'était pas volontaire, mais j'ai remarqué qu'il fallait que je fasse mes preuves un peu plus. Donc, si je voulais prouver mon point, il fallait juste que j'apporte un peu plus de preuves. Mais tu sais, c'était pas volontaire ou méchamment que c'était fait non plus. Je pense que c'est parce que quand tu es habitué à quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, bah c'est ça que ça fait. C'est un peu normal. Ça évolue, ça change. Puis je pense que ça évolue dans le bon sens maintenant, vraiment depuis quelques années. Là, donc, puis, bah, c'est ça. J'ai fait quand même 1 an de maternité. Je suis revenue. Puis finalement, quand tu viens d'avoir ton premier enfant, clairement tes priorités changent. T'as plus le même rythme de vie, tout ça, donc bah, mon Dieu, j'avais fait plein de choses, puis je les ai remerciés plein de fois pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Puis finalement, j'ai voulu faire un break. Donc je suis allée. Vas-y, je pense que. Oui. En fait, j'ai plein de questions à te poser et j'osais pas Vas-y, pose. j'osais pas Interromps-moi, t'interrompre. pose des questions. Non. Non, en fait, je trouve que tu as déroulé énormément de choses et j'aimerais vraiment revenir sur plusieurs points. Vas-y. Tu as évoqué plusieurs fois le fait qu'ils te faisaient confiance et qu'ils t'ont donné ta chance. Pour toi, ça tenait à quoi? Qu'est-ce qui, dans ton attitude, en fait, leur envoyait ces signaux que tu étais une personne en qui bah, ça valait le coup peut-être de te faire confiance, de te donner cette chance-là? Qu'est-ce qu'ils ont saisi à ton avis chez toi parce que ça a vraiment l'air d'un truc de ils ont peut-être pris un pari en fait à ce moment-là, mais pour autant ils y croyaient. Enfin, je sais pas, tu vois. Peut-être faudrait leur demander. Attends, on va les appeler. Non, mais je sais pas. Peut-être parce que le feeling est bien passé, tout simplement. Tu sais, je m'entendais super bien avec, puis en dehors, puis au travail, tu sais, en dehors et pendant le travail. C'est dur à expliquer, en fait, c'est vraiment à eux qu'il faudrait demander. Peut-être qu'ils ont vu en moi quelque chose, je sais pas, qui a un potentiel, ou ils ont vu que je m'intéressais peut-être beaucoup. Et, c'est sûr que j'étais très, très motivée. J'avais pas fait toutes ces études et tout ce parcours-là pour laisser tomber non plus. Donc, puis j'étais, vas-y, apprends-moi.
comment je fais ça? Puis j'étais curieuse. Je sais pas si c'est ça qui a fait que. Puis après, si je pense, je dis, ça peut être l'instinct, ça peut être aussi comment ça, comment ça va avec une personne. Tu sais, des fois, ça connecte tout de suite. C'est clair. Ça peut être juste ça. Puis je suis tombée sur les personnes qui connectaient bien avec moi. Ça, c'est peut-être un coup de chance. Je pense qu'il y a eu un coup de chance. Ou en Mais tout cas, que là, ça a bien matché et c'était une histoire de personnes et du coup, ils ouais, t'ont embarqué avec eux parce que justement l'alchimie elle passait bien et c'était peut-être beaucoup plus simple de communiquer avec toi qu'avec quelqu'un d'autre parce que justement vous entendiez peut-être. très bien. Exact. Tu sais, c'est difficile à dire, mais je pense que ouais, c'était un respect mutuel, puis une confiance mutuelle, en fait. Euh, puis, mais c'est clair, tu sais, dans l'industrie, là, si tu vois quelqu'un qui sort de l'école, puis qui est très motivé, même s'il est, par exemple, son démo est moins bon, s'il est un peu moins bon, mais qui est très motivé, tu sais que cette personne-là va apprendre. Mm, mm. Donc, tu sais, tu sais qu'elle pourra aller plus loin. Tu as toujours plus envie, je pense, d'investir du temps dans une personne comme ça, de t'investir et puis de voir que ça va aboutir. Tu sais, je pense que c'est plus ça euh, qui fait que tu vas prendre quelqu'un sous ton aile aussi. Tu as encore plus envie de le prendre sous ton aile puis de pousser la personne. Alors peut-être que c'est ça. Peut-être juste parce qu'ils aimaient mon accent français. Je sais pas. C'est peut-être ça aussi. Faudrait leur demander, je te dis. Mais ouais, je sais pas. Là, je pourrais pas te répondre plus que ça parce qu'il faudrait vraiment être dans leur tête. Bah écoute, je les contacterai puis je mettrai en note les témoignages en disant ce qui les avait marqués. Tag-les dans le post, puis tu leur demanderas, puis vous en pensez quoi? Elle était comment Nadège à l'époque? Euh, tu te souviens à ce moment-là quand tu disais justement que c'était une école, au final c'était une expérience très formatrice et un peu une école de la vie ou une école de la vraie vie en production, des conseils qu'on a pu te donner à cette époque-là qui t'ont marqué et dont tu te souviens encore aujourd'hui, ou des fois tu te dis, t'as encore cette voix qui résonne dans ta tête d'un truc qui est assez immuable et toujours vrai, qu'importe que les prods tu vois aient changé ou non. Euh, Ouais, tu sais, il y a un truc que je dis même souvent moi-même maintenant, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Parce qu'en fait, tu sais, c'est bête, mais t'attarder sur un problème sans chercher la solution, ça sert à rien ça sert à rien tu sais, de tout le temps remuer le problème, tu sais, dire oh, c'est un problème, c'est un problème. Non, ok, quelle solution il y a à un problème, tu sais. Ça, c'est resté. Je sais plus qui m'a dit ça à un moment donné, mais je trouvais ça vraiment logique. Ça a changé ma vie dans le sens où tu te stresses plus pour rien. Tu sais, c'est que tu dis, ok, avançons. Oui, il y a un problème. Ok, on trouve une solution. Ça, je pense que ça va rester. Je le dis toujours. Tu pourras demander à qui tu veux. Je leur dis toujours, il n'y a pas de problème, que des solutions. Ça va, tu sais, ça va passer d'une génération à une autre. On se le transmet comme un flambeau. Mais pareil, j'arrête pas de la dire cette phrase, mais c'est assez pratique. En même temps, dès que tu as un obstacle, tu t'apitoies pas sur cet obstacle-là, sur ce problème, tu es tout de suite dans l'action à essayer de trouver une porte de sortie, une manière Ouais, de le contourner. Et c'est exactement. Tu sais, ça sert à rien de se prendre la tête ben, pas pour rien, mais tu sais, je veux dire, ça sert à rien non plus de revenir sur le passé. Comment on le règle maintenant? C'est plus c'est clair, dans cette optique-là. carrément. Et puis c'est valable dans la 3D, mais dans aussi tellement de domaines de notre vie. Ouais, vraiment pour tout, là. Je pense aussi, tu sais. Bon, alors, on l'applique pas tout le temps, mais disons que si tu l'appliques le plus souvent, tu seras mieux dans ta tête et dans ton corps. C'est clair. Tu nous racontais aussi que tu étais passé lead et qu'il t'avait fait confiance sur ce poste, alors qu'en réalité, techniquement, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus talentueux que toi, d'artistes qui, oui, techniquement, pouvaient peut-être faire des meilleurs lighting. Et en même temps, tu nous as très bien dit qu'être un bon artiste, c'est pas être un bon lead. C'est quoi un bon lead d'après toi et quelle qualité il faut avoir et sur quoi tu as bossé pour aussi devenir meilleur lead, peut-être meilleur lead au lieu d'être meilleur artiste. Et comment tu deviens légitime ou comment tu te sens à ta place quand tu sais que tu as des gens qui sont peut-être meilleurs que toi dans ton équipe, mais au contraire, en fait, vous êtes peut-être une équipe soudée et tu n'as pas besoin, enfin, en tout cas, il faut les mettre en valeur et ou utiliser leur travail d'une certaine manière
sans se considérer par rapport en fait à Mm. eux, parce qu'au final c'est un travail collectif qui est rendu. Je te lance sur ce sujet-là, il y a plusieurs pistes de réflexion. Regarde, je pense que, enfin, en tout cas pour moi, un bon lead, là, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses artistes. Pas forcément que pour le boulot. Euh, faut que tu saches écouter vraiment la personne, même si c'est des problèmes personnels. Parce que tu vas tellement réagir différemment avec chaque personne, déjà une, parce que chaque personne est différente. Tu ne peux pas parler de la même façon à tout le monde. Il y en a qui sont très émotifs, il y en a qui ont besoin que tu sois très direct. Puis en même temps, il faut faire aussi avec leur état d'esprit. Ça va pas à la maison, bah, ça va peut-être altérer leur travail, mais il faut que tu saches pourquoi, puis t'adapter. Donc, un lead, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. À l'écoute, qui sait gérer aussi, dans le sens, bah, ok, je sais comment je vais séparer mon équipe, à qui je vais donner quoi, qui je vais mettre avec qui aussi. Donc c'est important de connaître la personne que tu as en face de toi. Donc pour moi, mon lead, c'est ça. Donc oui, il va t'aider techniquement, il va t'aider à régler les problèmes, mais il va aussi te trouver des personnes qui pourront te régler ton problème. C'est pas forcément ton lead qui va tout régler, mais il va trouver la solution pour régler tes problèmes, mais il va être à l'écoute de son équipe. Donc j'ai travaillé pas mal plus là-dessus, d'écouter les gens, puis d'essayer de les comprendre, puis de savoir comment leur parler. Puis tu vois, Modus nous avait offert une formation là-dessus, pour les leads. À un moment donné, j'ai eu une formation, ils expliquaient comment, pas catégoriser, je ne vais pas dire catégoriser, mais comment cibler des gens avec qui tu travailles. Par exemple, bah, lui, c'est plus un artiste, mais il a besoin de quelqu'un pour dire stop. C'est beau ce que tu as fait, mais stop, tu vas pas plus loin. Tu sais, quelqu'un pour le diriger. Puis il y en a d'autres, il leur faut des instructions très très claires. Tu vois. Comme ça, tu sais comment timer tes gens après, comment leur parler. Il y a un certain langage aussi. Ils nous ont. C'était une formation où ils te disaient bah, faut pas utiliser tel mot au début de la phrase. On dit pas. Des mais à certaines places de la phrase. C'est très psychologique là, mais je trouve que ça aide beaucoup. Donc pour moi, ça a été super bénéfique cette partie-là parce qu'on est des humains, hein. On a tous nos hauts et nos bas, puis nos sautes d'humeur et c'est correct. On n'est pas des machines, c'est normal. T'sais. Mais quand tu es lead, bah, il faut que tu arrives aussi à garder ton équipe motivée, même quand ça va pas très bien. C'est clair. Il y a plein de choses comme ça, mais si c'est de prendre genre 15 minutes, je sais pas moi, 15 minutes et qu'on va tous s'asseoir et on raconte notre semaine, comment ça a été, qu'est-ce qui a mal été, puis tu sais, d'échanger, bah c'est ça. Si on faisait ça à l'équipe que j'avais chez Modus, on se disait bah, le vendredi, on se prend une petite bière à telle heure, à la fin de journée bien sûr, hein, en milieu, à la fin de journée, puis en même temps on raconte comment a été notre semaine. Et toute l'équipe ensemble, tu sais, ça donnait envie de partager. Puis il y en a qui disent hey, moi j'ai eu ça, moi aussi, oh, tu sais, on va faire ça. C'est ça aussi, d'être c'est de rassembler ton équipe. Puis de faire en sorte que tout le monde communique ensemble, tu sais, puis c'est un partage. Faut pas créer de la compétition. C'est pas genre, oh bah lui il a sorti sa note plus vite que toi, ou c'est plus beau. Non, ça marche pas comme ça. Donc c'est pour ça que c'est sûr que c'était pas évident quand j'avais des artistes qui avaient 15 ans d'expérience, puis qui venaient, je sais pas moi, chez Weta et compagnie, c'est des grosses boîtes. Puis comme, ok, je fais quoi? On va se prendre à se connaître. Moi, je suis la petite jeune, ça fait 4 ans que je travaille. Je suis ton lead. Là, tu sais, ça, c'était comme... Le truc, c'est comme je dis, c'est t'adapter à la personne, puis pas forcément prendre les gens de haut quand t'es lead ou superviseur. T'es artiste avant tout. T'as été un artiste quelque part. Donc, faut juste te mettre à la place de ceux qui sont en face de toi, qui ont besoin d'être aiguillés, mais qui n'ont pas besoin forcément d'être, comment on dirait, aiguillés, pas dirigés avec une main de fer. Là. C'est genre plus conseiller, aiguiller où est-ce qu'ils devraient aller. Donc, ouais, non, ça a été, je pense,
plus là-dessus. Peut-être que si c'est un peu dans ma nature à la base d'écouter les gens, je sais pas. Peut-être que puis ça revient tout le temps. Comme je te dis, j'ai voulu faire une pause, puis c'est revenu après. Ça allait justement être une de mes questions, mais tu y as, à mon avis, un petit peu répondu en disant que c'était très naturel chez toi. Quand tu donnais en fait cet exemple de cette équipe qui se rencontre et qui échange et qui se parle, il y a des groupes où vraiment les gens parlent et s'écoutent, et il y a des groupes où juste les gens parlent mais ils s'écoutent pas. Et parler, c'est pas forcément s'écouter. Et c'est là où tu le mets, je trouve, très bien en valeur en disant que le lead, c'est celui qui va écouter mais entendre, et derrière en fait mener des actions pour justement le traduire et se mettre à hauteur de la personne, mais aussi s'adapter pour justement donner le meilleur cadre, la meilleure équipe, la meilleure solution qui va être adaptée, et pas juste prendre l'information brute mais pas la traiter, quoi. Or, tu mets, je trouve, ta sensibilité humaine en fait au travers de cette écoute pour t'adapter en fait à qui tu as en face. C'est ce qui fait un peu la différence dans les solutions que tu vas proposer à chacun, et traiter vraiment chaque personne par individualité. Et derrière, les formations t'aident à avoir des codes et un langage qui va être un peu plus approprié à chacun. Ouais. Mais en réalité, c'est que des outils. Derrière, il faut avoir le bon décodeur et la bonne oreille. Et cette oreille-là, tu as l'air de dire que c'est naturel et que tu n'as pas vraiment bossé dessus. Bah, un peu, mais je pense que les, les leads en général, en tout cas, je pense qu'un les bons leads ont ça naturellement. C'est pas de base. Tu peux le travailler, puis l'améliorer. Et je pense qu'il faut que tu l'aies déjà un peu de base, quoi. Sinon, bah, si t'aimes pas parler aux gens déjà à la base, tu le vois. Si tu veux pas leur parler, puis que t'aimes pas ça parler aux gens, mais je pense que là, ça va peut-être pas le faire, tu sais. Mais bon, c'est ça. Mais j'en apprends encore. J'en apprends encore tous les jours. Je pense que. Puis tu rencontres des gens vraiment différents tout le temps. Et c'est bien, en fait, ça t'apporte beaucoup de choses. Ça t'apporte beaucoup de choses. Puis, tu sais, je suis loin d'être parfaite. Mais je fais mon mieux. Puis je pense que tout le monde fait son mieux aussi dans chacun de ses rôles. Tu sais. C'est pas. C'est ça. Donc, ouais, non, mais j'avais beaucoup aimé cette formation-là, parce que ça m'avait apporté des outils, comme tu dis, mais qui allaient avec ma logique. Ah non, c'était plus facile de les intégrer. Oui, ça correspondait déjà à ta sensibilité, donc derrière te les approprier, c'était beaucoup plus évident qu'une autre Ouais. formation qui aurait peut-être pris le problème sous un autre angle, mais qui, toi, t'aurais pas forcément parlé. Et puis, comme Exactement. Puis tu sais, c'est fou, mais quand la personne nous disait des trucs, je, ah mais oui, lui, il est comme ça, puis lui, il est comme ça, c'est pour ça que ça marche. Tu fais des relations, tu dis, ah mais ouais, ok, je comprends mieux pourquoi ça marche bien leur thème. Ça, c'est assez cool, tu t'y retrouvais, quoi. Ça, Ouais, c'était le fun. puis tout d'un Et, coup, tu voyais un peu, t'avais le décodeur enfin, quoi. Et d'un truc mhm. assez spontané et inné, tu voyais un peu la matrice derrière, et tu voyais la logique, et ça Ouais, tombait pas. Il n'y avait pas qu'un hasard, il y avait aussi une histoire de compatibilité qui était un peu mise en ouais, évidence à travers ce exactement. travail-là. Puis non, ça a été vraiment une belle expérience. C'était vraiment une belle expérience. Puis tu sais, c'est sûr que quand tu arrives dans une boîte comme ça, puis que tu deviens un lead, puis ça fait pas longtemps que tu travailles, bon, déjà, tu as la pression, puis tu fais ok, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Mais ce qui m'a rassuré aussi, c'est que j'en avais plein d'autres de ma session du centre NAD qui étaient avec moi, et qui étaient aussi devenus lead de département. Donc, tu sais, je dis, ok, c'est bon, je suis pas toute seule. On va soutenir, je suis pas toute seule, c'est bon. Non, c'était vraiment une très belle expérience. J'ai appris vraiment beaucoup de choses là-bas. Puis beaucoup de choses sur les films aussi. Tu sais, vu que c'était ma première vraiment expérience de film en tant que telle, tu apprends comment sont faits les tournages. Tu apprends que des fois, tu n'as pas toutes les informations que tu voudrais. Que sur le tournage, ils n'ont pas eu le temps de faire tout ce que tu avais besoin. Tout ce que tu avais besoin, donc tu te débrouilles. Puis tu apprends aussi que les deadlines sont assez serrés. Ça, je pense que c'est toujours d'actualité, hélas. Mais tu sais, je pense que mon premier
un de mes premiers coups de cœur après ça, c'est d'avoir vu enfin mon nom dans un générique. Waouh. Et quand tu vois ton nom pour la première fois dans un générique, bon, à la fin du générique, mais tu restes, puis tu fais, oh, mon nom, il est là. Tu sais, c'est comme c'est mon premier, tu sais, c'est de l'enthousiasme, là. Puis je vois toute l'équipe, et là, ils sont tous là et tout. C'est le fun de voir que t'es là, même si la plupart des gens savent pas, qu'ils te connaissent pas, puis que t'es derrière l'écran, personne ne te connaît. Tu sais. On est un peu dans l'ombre, mais de te dire que d'avoir tes connaissances qui ont vu le film, puis ah, il était bien ce film-là et tout. Cool. T'as vu, on a fait ça. Ah, vous avez fait quoi? Oh, t'as pas vu? Tu sais, moi, j'ai comme, ah, ça y est, on a réussi. L'effet est invisible. Tu l'as pas vu? On a changé sa main. Ah, t'as pas vu là qu'on a changé la main? Bah, tu sais, c'est comme une satisfaction, tu sais, une réussite. Donc, mais ça, c'est vrai, ça fait toujours plaisir la première fois. Puis tu vois souvent, hein, quand tu sors plein de gens qui sortent d'école puis qu'ils ont leur nom dans le générique, tu vois tous les génériques qui sont postés sur LinkedIn. Regardez, je suis là, ou sur Facebook. Moi, j'ai fait pareil. J'ai fait la même chose. Je le fais encore, juste pour montrer, regardez, on a fait ça. Non, mais c'est vraiment, c'est gratifiant. Mm, mm. Je trouve que c'est gratifiant. Puis c'est la consécration aussi d'un travail qui est très long et sur un film très long à sortir. Quand il sort, c'est un peu comme un accouchement. Ça fait 9 mois, 12 mois, 16 mois que vous bossez dessus. Ça fait Ça du fait bien. comme ça. Ouais, puis tu sais, il y a des shots, il y a des fois juste une shot qui te prend 8 mois. Quoi. Une. Donc, puis des fois, tu as des déceptions parce que tu as travaillé 8 mois, puis ils l'enlèvent du film. Puis là, tu fais non, non. Mais bon, ça arrive. On peut pas on peut pas changer ça, quoi. Mais ouais, ça peut être très long. Les films d'animation, c'est encore plus long. Je sais que le film d'animation sur lequel j'avais travaillé longtemps avant d'accoucher. J'ai été à mon congé de maternité, je suis revenue, j'ai fini les shots. Ils te les Donc, avaient tu gardés sais, le juste congé pour toi. ouais, le congé de maternité, quand même, au Québec, c'est 1 an. Donc, tu sais, c'était presque 2 ans sur le film. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Tu roules toujours plusieurs projets en même temps. Mais c'était drôle. Je leur avais dit, je pars, je suis sûre que je vais revenir, on va faire des shots. Je suis revenue. Tu peux finir cette shot-là, on a un problème. Oh non, c'est pas vrai. J'aurais dû gager à ce moment-là. mais c'est ça. Un peu une épreuve de patience. Et à chaque fois, je donne cette image-là, mais c'est un marathon, quoi. C'est une épreuve sur la durée. Et comparé à la pub que tu as raconté précédemment, où là, c'est des productions qui sont beaucoup plus courtes. Oh oui, la pub, c'est genre, t'as 2 mois pour faire une pub français et anglais, 30 secondes, 15 secondes, et plus tout ce qui est print et tout. Hein. Puis, tu sais, ça recommence à chaque événement. Ah, c'est Pâques, c'est la Saint-Valentin, c'est la rentrée, c'est Halloween, et Noël. Donc, tu sais, ça roule, quoi, les pubs. T'as pas beaucoup de temps pour les faire en général. Puis maintenant, les pubs sont de la même qualité que certains films. Tu regardes la qualité des pubs, et certaines pubs, tu fais ouais. Je sais pas s'ils ont le même. Je fais plus de pub, mais je sais pas s'ils font toujours le même deadline qu'avant, mais c'est quand même. Tu sais, des fois, tu as le même travail que dans certains plans de film. Tu sais, tu vas falloir que tu traques la shot, que tu fasses ton animation, que tu fasses texture, shading, l'environnement, que tu rendes, que tu campes, tu fasses des FX des fois, mais en un laps de temps plus court. C'est sûr que tu as moins de plans à sortir, mais quand même, c'est un même job. Ouais. C'est exactement les mêmes étapes. Quoi. Parce que le client veut pas forcément non plus qu'il y ait une qualité qui soit en dessous en fonction des formats qui soient sortis. Et si c'est une pub pour faire référence à un long métrage, il faut que le public il s'y retrouve et que ce soit toujours à la hauteur de ce qu'ils ont vu 1 an ou 6 mois auparavant. Donc, en termes de standard, la pub doit s'aligner là-dessus et ça peut pas juste être un truc qui est un peu bâclé ou clairement en dessous. En termes de qualité, ça donne la norme, sauf que les contraintes derrière, elles sont bien au-dessus en termes de production. Faut enchaîner. Tu as le deadline, puis des fois tu as le budget. Il faut quand même que le budget il soit là pour sortir un truc qualité, il faut quand même que le budget il suive. Et après tu fais des compromis pour que ce soit beau, mais que ça rentre dans le budget. Ça reste toujours le curseur à placer entre
le budget qu'on te donne, mais derrière, les moyens qu'il va falloir investir pour le réaliser, il faut des fois un peu justement bouger ce curseur pour rentrer en fait dans l'enveloppe qu'on te donne, mais du coup trouver les solutions techniques qui sont en accord avec ça, pour que derrière, eux, ils soient aussi gagnants-gagnants, mais ça reste des discussions à avoir avec le client, le producteur, pour que tout le monde soit aligné là-dessus, et c'est là où Tout à parfois fait. ça coince. Mhm. Ah, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. C'est pas toujours évident. Puis nous, tu sais, en tant qu'artiste ou superviseur, on s'occupe pas de cette partie-là. On laisse le budget, comme tu dis, au producteur, puis avec les clients, ils gèrent cette partie-là. Nous, on fait le mandat qu'on a à accomplir, quoi. Donc, Et des fois, justement, on t'annonce que des shots sont retirés d'une production et t'es un peu devant le fait accompli, tu vas pas pouvoir te battre, c'est acté non. et il faut en faire le deuil. Bah, il faut en faire deux, puis en même temps, tu as peut-être appris quelque chose en la faisant, C'est qui clair. servira pour plus tard. Il faut voir ça comme ça. C'est vrai que c'est un peu dommage quand c'est pas diffusé, mais tu as toujours appris quelque chose. C'est en tout cas une bonne manière de rebondir et d'apprendre, même quand justement c'est pas diffusé. Derrière, toi, tu as passé du temps, mais donc un apprentissage et on en Ouais, tire forcément quelque chose. ouais, tout à fait. Tu racontais tout à l'heure tes débuts en tant que lead, mais aussi un peu en tant que seule femme au sein de cette organisation et au sein de cet univers assez masculin, où on te demandait peut-être de faire un peu plus de preuves, tes preuves que les autres, mais pas de manière consciente, mais beaucoup plus inconsciente. Est-ce que tu as des exemples par rapport à ça, où tu te souviens de devoir avoir dû en faire un tout petit peu plus, mais c'était pas contre toi, mais pour autant il a fallu que tu le fasses. Ouais, ben, tu sais, il y a un moment donné, bah, c'est un exemple parmi d'autres, mais tu sais, dès que j'ai voulu amener un point que, hey, je vais dire ça comme ça, mais oh, tel truc, ça a été réglé, technique dans le software, ça marche super bien et tout. Non, non, ça marche pas, les développeurs ont dit que ça marchait pas. Ah, ok. Et j'ai dû faire genre 10 tests et au moins 10 quick time pour prouver mon point. Mais quelqu'un, tu vois, à ce moment-là, un autre lead qui aurait été un homme, tu sais, qui arrivait et qui disait, ah, ça marche, on va l'utiliser. Ok, allons-y, go. Tu vois, c'était comme, c'est ce genre de choses, surtout quand c'était technique, en fait. Puis je pense pas que c'était volontaire ou tu sais, par méchanceté ou quoi que ce soit, tu sais, ou par dénigration. C'est juste, il n'avait pas l'habitude, je pense, qu'une femme parle technique, surtout. Qui arrive, hey, on peut faire ça, tu sais, ça va marcher et tout, non, prouve-le. Ok. Mais c'est pas, comme je te dis, moi je l'ai pas pris personnel, puis j'ai pris ça un peu comme un défi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être, ça, si vous avez beaucoup de motivation, ça peut être éreintant au bout d'un moment, de devoir toujours prouver 2 fois plus que tout le monde que quelque chose marche, que celui qui est à côté qui va le dire d'une shot, puis que ça, tout le monde le prenne en considération. Tu sais. Mais, euh, mais je pense que tu sais, ma persévérance a payé. Puis c'est pas grave, tu sais, j'en veux à personne, là. Vraiment pas. C'est- C'était comme ça, mais c'est plus comme ça. Ça a évolué pas mal. Tu regardes maintenant, il y a beaucoup plus de femmes techniques. Il y a plus de femmes même CG supervisor. Avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de superviseur 3D femmes. Maintenant, il y en a de plus en plus. Tu sais, il y en a plus qui sont à des postes aussi techniques. Tu vois, tu vas avoir même des TD femmes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. En rigging, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Tu sais, je pense que c'est une mentalité qui a changé. Puis il y a aussi côté des femmes en elles-mêmes qui se sont dit, ah ben, je suis capable de faire ça aussi. Pourquoi pas moi? Parce que c'est dans les deux sens, hein. C'est dans les deux sens. Je pense qu'il y a l'acceptation que le VFX a changé, qu'il y a maintenant c'est plus mixte, mais il y a aussi le fait du côté de la femme de se dire, ben oui, je suis capable aussi, pourquoi je le ferais pas? Parce que ça vient de là aussi, hein. Euh, je sais plus, il y a eu euh, j'ai été invitée panéliste à une réunion à un moment donné pour ça, parce que en fait
le NAD a créé une formation pour le leadership pour les femmes, pour les inciter à aller comme plus, pas plus loin, puis leur prouver que non, c'est pas parce que tu as des enfants que tu peux pas. Non, c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas. Si tu te donnes la motivation, puis les moyens de le faire, il n'y a, y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc, tu sais, c'est toute une mentalité qui a changé côté de l'industrie, côté homme, mais aussi côté femme. Ça évolue, tu sais, ça évolue beaucoup, puis c'est chouette de voir ça. Je trouve ça chouette de voir que Vorgan Hybride m'ont engagé en tant que superviseur 3D. Je ne suis pas passée par d'autres étapes avant. C'est la première fois que je rentre dans une boîte où je suis directement à un poste de supervision. Et puis les autres, ça a été toujours graduel. Ouais, oui, en interne graduel. Alors là, c'était direct, Ouais, t'as postulé c'était et direct. Et finalement, ça m'a mis la pression. Mais tu sais, c'est parce que tu dis, ok, je rentre en tant que superviseur. Ok, c'est sûr que les artistes, vont pas m'accueillir de la même manière que si je rentrais artiste. On va avoir une petite gêne, à mon avis, au départ. C'est correct, c'est normal, tu sais. Mais c'est ça. Puis tu sais, après Modus, j'ai fait un break. Je voulais plus être lead parce que j'avais fait beaucoup de projets en tant que lead. Puis mon cerveau a besoin d'un break. Que tu veux pas, ce travail-là, c'est vraiment, tu sais, c'est toujours, tu dois toujours penser à comment tu parles, comment gérer les choses. C'est beaucoup de gestion, donc c'est plus ton cerveau, c'est la fatigue mentale, quoi, au bout d'un moment. Des fois, juste de se faire, ok, hey, j'ai rien à penser, je prends ma shot, je la fais, fini. J'ai pas besoin de penser, de changer la date du deadline, des choses comme ça, tu sais. Donc ça fait un petit break. Je suis allée chez Vision Globale après Modus, où je travaillais sur une série d'animation en stéréo. C'était sur les Playmobil. Donc ça a changé, tu sais, c'était du cartoon, c'était cool. Ça a changé un peu. Puis j'ai fait 1 an et demi de ça, puis c'était cool. Je suis restée, finalement, j'ai été embauchée comme lighter senior à ce moment-là. Et 4 mois après, ils m'ont passé lead light, finalement. Trop bien. Ouais, bah c'est ça. Mais quand ils m'ont expliqué le poste de lead, je fais, oh, je fais 5 fois moins de choses qu'avant. Ben oui, vas-y. Moi, j'ai dit, vas-y. Non, mais c'était vraiment cool. C'était une belle équipe. Puis c'était le fun à faire. Ça changeait un peu. Tu sais. Moi, j'aime les films, tu sais, le VFX, mais j'aime aussi l'animation. Je suis pas. Les deux sont sympas, quoi. Qu'est-ce que t'aimes justement, que ce soit justement dans chacune des productions que tu as fait, que ce soit la série, le film ou la pub, qu'est-ce qui t'attire et qu'est-ce que t'aimes dans chacune de ces productions? Hmm. Parce que tu as l'air Euh, d'aimer en fait cette variété. Et j'aimerais bien savoir ce qui toi à chaque fois qui t'attire, fait. alors que c'est très différent et que beaucoup de gens choisissent parce que ça leur correspond pas forcément Hmm. de tout essayer et en essayant ils se rendent compte que ça leur plaît pas. Je vais commencer par les VFX. Les VFX, quand ce qui me plaît, c'est de voir, enfin, c'est de ne pas voir ce qu'on a fait en 3D. Tu sais, Ok, tu vas, je tu sais, vois très bien. que ça soit intégré, puis que la personne voit, puis elle dit, vous avez fait quoi? Tu sais, pour moi, ça, yes, on a réussi, tu sais, ça a l'air vrai, tu sais, de voir ça, puis de dire, c'est bien intégré, tout fonctionne, tu sais, c'est beau. Ça, c'est côté du VFX, c'est le petit challenge, tu sais. T'as pas le choix, là, t'as un tournage, donc il faut que ça fitte. Puis la pub, c'est la variation des projets. Parce que j'ai fait de la pub mexicaine où c'était comme, ok, on a un éléphant en 2D, puis un personnage en 3D et des enfants tournés. Oula, c'est une pub pour du céréales. Des céréales, ok, d'accord, une pub pour des céréales. Mais puis après ça, tu passais à genre peut-être faire un portable, un téléphone cellulaire, genre qui tourne. Mais c'était différent, puis ça changeait souvent. Vu que tu avais des langues serrées, ça changeait souvent. Puis la série, tu sais, maintenant, ressemble beaucoup à du film. Quand même, si tu regardes,
regardes Stranger Things ou tu regardes tout ce qui est Mandalorian et des choses comme ça, c'est qualité film. Puis, donc, ça revient un peu au même, parce que même le temps de production est à peu près pareil, parce que maintenant, les séries ou les films, c'est pas juste une boîte qui fait tous les effets dessus. C'est séparé en plusieurs boîtes. Donc, ça revient un peu au même. Donc, série ou film, pour moi, en ce moment, c'est pas mal la même chose. Je pense que ils se sont rejoints, les deux se sont rejoints à un moment donné. Avant la série, tu faisais de la série, tu fais oh, ça va être cheapette, ça va pas être très beau. Ils ont moins de budget, moins de temps. Puis maintenant, c'est plus le cas. Ils veulent vraiment la même chose. T'sais. Donc, puis, tu sais, pour moi, tu fais des effets. C'est les mêmes étapes. Tu vas faire tout le temps la même chose. Même si tu fais du film d'animation, bah, tu vas quand même faire des caméras et tout. Tu fais le même processus. Donc, c'est juste différent. C'est ça. Et les films d'animation, tu as peut-être plus de loose pour la créativité. T'es moins cantonné à la plaie. C'est le petit plus des films d'animation. Parce que ton univers, tu le crées 100% en 3D et t'es pas lié à un style et un tournage où comme tu le dis, le meilleur compliment qu'on puisse te faire, c'est mais vous avez fait quoi et qu'on y croit à 100% et qu'on ait l'impression que tout soit filmé et que ce soit réel alors que ça l'est pas du tout, surtout quand on parle d'effets spéciaux dans tous les sens. C'est ça, c'est sûr qu'il y a des fois, tu sais que c'est pas réel quand ça explose de partout, puis ça explose partout, puis t'as des bouts qui revolent, bon bah c'est sûr que bon. Ou tu regardes les X-Men ou les Avengers, tu sais qu'il y a une bonne partie qui n'est pas réelle. Mais si c'est bien intégré, c'est cool. C'est cool pareil. Faut quand même être logique. T'as bien expliqué justement le gap qui aujourd'hui est quasiment inexistant entre la série et le film, justement parce qu'ils veulent exactement la même qualité, exactement les mêmes effets, et que du coup, toutes les étapes de production, elles sont identiques. Pour autant, est-ce qu'en termes de budget, du coup, de temps de production, t'es dans les mêmes contraintes qu'un film ou au contraire, c'est un peu réduit et du coup, tu dois trouver des raccourcis et trouver des solutions pour coller par rapport à ces contraintes-là. Est-ce qu'il y a quand même des contraintes encore qui diffèrent par rapport au... Un peu, tu sais, parce que les séries, ce sont des épisodes. Donc clairement, tu as un épisode l'épisode 1 qui va sortir avant tous les autres. Donc oui, c'est sûr que tu as des contraintes comme ça parce que le film aussi, mais le film il sort d'un seul coup à une date. Mais la série, tu vas avoir comme l'épisode 1 peut-être en septembre, l'épisode 2 2 semaines après, l'épisode 3, tu sais. T'as encore un peu cette contrainte-là, le temps. Mais tu sais, c'est moins, je pense moins qu'avant. C'est parce qu'ils savent que vu qu'ils veulent les mêmes effets, ils savent qu'il faut un certain temps pour les faire. On est de plus en plus rapide, mais quand même. Il faut un certain temps pour les faire. Donc, oui, tu as encore quelques contraintes comme ça. Puis, mais en même temps, ça dépend de la charge de travail que tu as récupérée aussi. Le film, ça dépend ce que tu as pris. Si tu as pris un environnement, puis 100 shots dans le même environnement, ça va être assez simple à sortir. Mais ça dépend vraiment de ce que tu as comme type de travail à faire. Puis comment ça a été séparé. C'est sûr que si tu as 200 shots à faire sur un film, mais que ces 200 shots-là, ces plans-là sont complètement différents les uns des autres, ça va être tough à sortir. C'est ça. Donc, puis les séries, souvent, tu as beaucoup de réutilisation quand même. Vu que ça se passe souvent dans la même location, le même endroit, puis souvent tu as un asset qui te suit, tu as un objet qui va te suivre tout le long, un caractère ou n'importe quoi qui te suit tout le long. On cède un petit peu dans un sens, là. C'est quand même long à faire, c'est compliqué, mais il faut céder quelque part. Puis je pense que les clients sont conscients de ça aussi. À un moment donné, ils vont faire des concessions sur certaines choses.
Donc, c'est ça. Donc, c'est pas mal, presque pareil maintenant, série ou film. Puis avec Netflix et Amazon, Prime, Apple TV, tout ça, là, Apple ils font aussi plein de séries. Bah, c'est le nouveau truc, les séries. Faut occuper les gens en confinement, hein. Exactement. Mais ça a été un peu le boom, ça a été ce confinement-là. Et quand tu n'as plus de ciné, tu as toutes ces plateformes qui veulent prendre le lead sur ce marché. Et forcément, les commandes de séries, elles tombent et Ouais. ils veulent être aussi bons que les concurrents, voire meilleurs. Donc forcément, ils peuvent vous laisser un peu plus de temps pour que les effets et la qualité elles soient au rendez-vous, que ce soit pas un C'est truc ça. Et bâclé. laisser un peu plus de temps, mais en même temps, il faut qu'ils sortent avant l'autre, avant le concurrent. Mais ouais, puis là, cette année, c'est quelque chose, le travail, parce que justement, avec le confinement, tous les tournages se sont arrêtés. Ils ont tous repris en même temps. Tout le monde était en retard. Puis ils étaient limités à un certain nombre de personnes sur le tournage. Donc il manque des figurants. Donc là, bah, il y a beaucoup de plans qui sortent. Faut rajouter du monde. Ok. Donc, c'est normal en même temps, mais il y a plein de choses qu'ils n'ont pas pu faire sur le tournage, puis ils étaient limités peut-être à 100 personnes sur le tournage, avec les acteurs, toute l'équipe technique et tout. Donc ça, c'est limité peut-être à 10 figurants pour mettre en arrière qui marche. Mais il en faut 100. Ah bah oui, hein. Ouais. C'est sûr que cette année, je pense que dans les VFX, on a vraiment beaucoup de boulot. Tout a repris, tous les tournages sont en train de se terminer, tous ceux qui étaient en retard aussi. Donc, tu sais, ça donne beaucoup de travail. Mais là, on le voit d'ailleurs, hein. On voit tous les posts des boîtes qui disent oh, on cherche tel artiste, tel artiste, tel artiste, tel artiste. En fait, c'est le paradis pour les artistes en VFX en ce moment. En tout C'est cas, c'est tellement ça. maintenant qu'il faut postuler et essayer de trouver une boîte. En tout cas, si c'est le premier job ou si jamais vous étiez en déj pendant le confinement, là, tout reprend et ça Ouais, sort de ouais, partout. ouais, en ce moment, c'est exactement ça. Là. Il y a tout qui reprend, puis c'est même difficile de trouver des artistes. Comment tu t'y prends du coup quand justement tu as du mal à trouver des artistes pour vraiment en avoir et pas avoir une équipe un peu au rabais avec la moitié des gens alors qu'il faudrait un effectif pas 100%? Bah, tu sais, euh, c'est pas évident parce que bah, moi, personnellement, tu sais, je recrute pas, mais les recruteurs, tu sais, là en ce moment, c'est un peu. Tu peux te faire approcher par n'importe quelle boîte. C'est les recruteurs qui viennent te voir. Hey, ça te tente de changer de travail? Euh, c'est un peu ça, là, c'est assez féroce en ce moment. Puis quand t'as pas assez de monde, ben, tu sais, à un moment donné, il faut faire des concessions quelque part. Tu sais. Soit on prend moins de shots, soit ben, on essaie de voir pour avoir plus de temps, ou, tu sais, ou trouver une solution peut-être à l'interne pour sortir les trucs plus rapidement. Tu sais, développer des outils, de quoi qui puissent nous aider. Ou de faire appel des fois à des boîtes externes qui font une spécialité, qui peuvent aider tu sais, dans ce que tu manques. Il y a beaucoup de boîtes comme ça. Tu sais, il y en a beaucoup d'entreprises, même d'ici, qui travaillent avec des boîtes en Inde ou ailleurs, tu sais, pour certaines parties. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'aurait jamais assez d'artistes ici pour faire ça. C'est triste, mais c'est la réalité aussi. Ouais, puis surtout sur des tâches très, très spécifiques, là tu mentionnais les effets de foule ou autres, si jamais il y en a énormément et que vous n'avez pas assez de monde pour justement les faire, ça peut être une tâche qui est identifiée, qui est Ça, sous-traitée. ouais, ou du tracking layout, ou de la roto, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Puis, tu sais, l'affaire aussi, c'est que tu peux embaucher beaucoup, beaucoup de monde pour ton contrat, euh, mais il faut réaliser que quand le contrat sera fini, Mm, mm. qu'est-ce que tu fais avec ce monde-là? Donc, c'est sûr que tu sais, tu vas avoir toujours un core team, tu sais, des gens permanents ici avec des CDI, puis il y a des CDD qui s'accrochent à l'équipe. Et bah, c'est la réalité, parce qu'une entreprise ne peut pas supporter une énorme masse salariale tout le temps, quand Ouais. les projets sont plus calmes. Tu sais.
Donc après, mais c'est pas tout le monde qui veut ça non plus. Les artistes qui veulent pas ça. Donc, je pense que c'est un vrai casse-tête pour les recruteurs. Moi, je leur tire mon chapeau. Nous, on est là, on a besoin de ça, 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 ça. Puis les recruteurs, ils partent avec. Puis après, bah, t'as toujours aussi du bouche à oreille. Parce que c'est beaucoup ça, un VFX. Des bouche à oreille, personnellement, je crois que j'ai postulé une fois. J'ai pas fait beaucoup de boîtes, hein, mais Buzz Image, c'est mon ancien professeur qui m'a placée. Et, je suis arrivée chez Modus, c'est eux qui m'ont appelée. Puis après, j'étais chez Vision Global. En fait, j'ai plus ou moins postulé. Ils m'ont contacté, puis j'ai envoyé mon CV. Puis, puis après, ça s'est transformé en mails. Puis, bah, hybride, bah, ça a été. J'ai été contactée en fait par un recruteur. C'est du bouche à oreille. Il y a quelqu'un qui avait entendu parler de cette personne-là. Puis, c'est beaucoup ça. Donc, puis le milieu est très petit. Hein. Il y a beaucoup de boîtes, mais il est très petit. Donc, tu essaies de bien partir de chaque entreprise parce que ta réputation peut être entachée. Puis si ta réputation est entachée, ça circule vite. Tout le monde se connaît un petit peu. C'est normal. Mais c'est vrai que le bouche à oreille marche mieux. Ils vont faire confiance. Si tu dis à ton recruteur, oh, telle personne serait la personne idéale pour faire ça, il va te faire confiance. Il va dire, bah, tu la connais, tu as déjà travaillé avec. C'est sûr que ça priorise un petit peu, quoi. Bah, je pense que c'est partout pareil. Dans beaucoup d'entreprises, c'est ça aussi, c'est bouche à oreille. Si quelqu'un te donne une mauvaise réputation, clairement, une autre boîte va pas vouloir t'embaucher. C'est un petit monde. C'est un petit monde, puis c'est un monde de fun. On est joyeux, on est des grands enfants. C'est comme ça que je me vois. Mais ouais, c'est quand même pas mal du bouche à oreille. Après, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Si ta réputation, t'as une bonne réputation, puis que tout le monde parle de toi en bien, ça va bien. Le jour où il y a un truc qui va pas, c'est dur par contre de revenir à avant. C'est pas évident. Mais regarde. Notre réputation peut nous précéder et ça peut être notre carte de visite pour nous faire entrer dans énormément de studios, énormément de boîtes. Mais à l'inverse, ça peut être la porte qui n'ouvrira, la clé qui ouvrira aucune porte et tu resteras. Exactement, tu sais. Puis c'est pas évident, hein. C'est pas évident si t'es dans ce cas-là. Ce monde-là est quand même petit. Moi, j'ai pas fait beaucoup de boîtes, mais j'ai eu beaucoup de gens passer. Puis finalement, maintenant, ces personnes-là sont dans beaucoup de boîtes différentes à travers le monde. Donc finalement, ils emportent avec toi l'image qu'ils ont avec eux et avec l'image qu'ils ont de toi. Donc c'est ça, non, c'est quand même important. Et puis, comme tu le dis très bien, à travers ces différentes relations et collègues que tu as côtoyés dans toute ta carrière ou pendant toute ton expérience, dans tous ces studios aujourd'hui, tu as une relation de beaucoup de recruteurs, tu as beaucoup d'une personne à chaque fois en relation à travers ces gens-là. Et donc, c'est eux, quelque part, qui portent l'image et ton image à travers le souvenir qu'ils en ont de toi à un instant T, pendant des années ou des mois où vous avez travaillé ensemble. Et c'est toutes ces empreintes en fait que tu as marquées, ces gens qui aujourd'hui parlent ou te desservent, mais en tout cas portent ton image et parlent vraiment en ta faveur. Exactement, ça va partout. Puis c'est pareil, tu sais, quand tu recommandes quelqu'un à l'entreprise où tu es, si ça marche pas, mais en même temps, je pense qu'ils sont assez ouverts à ça. Ça peut avoir très bien marché dans une entreprise, puis que ça marche pas là, ils sont pas. Moi, par exemple, je vais référer quelqu'un, c'est parce que j'ai confiance en cette personne-là. Je sais qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait, elle fera le travail qu'il faut et tout, puis que je pense que ça serait une personne qui irait très bien dans l'entreprise où je suis actuellement. Mais après, ça peut ne pas fonctionner pour X raisons.
Mais je pense pas que ton boss va te tenir compte non plus. Parce que ça peut avoir très bien marché avant, puis pas marché là. Puis c'est normal aussi, ça Il y a des dépend. années, c'est normal. Ouais, Ouais. exact. C'est pas. Mais bon, ta parole n'est pas remise en cause, mais elle a été prise au début. Pour la référence. C'est que, ah, tu nous as référé cette personne-là. Hein? Oui, oui. Non, mais c'est ça. Mais c'est fun. C'est toujours plus facile de faire confiance à des gens qu'on connaît, et d'où ces recommandations, plutôt que des CV où au final sur 300 demandes, comment faire la différence. Tu passes énormément de temps au final à faire tous ces entretiens, alors que des recommandations et des gens qui sont un peu vérifiés ou qu'on connaît un peu plus, bah, ça passe un peu mieux, ça fait gagner du temps à tout le monde, et puis c'est un gage aussi de confiance, de qualité, de relation, et c'est pour ça qu'on Ouais. dit que ce réseau c'est très important pour toutes ces raisons, et ça Oui, aide. c'est vraiment important. Ouais. Ouais, tout à fait. Je veux bien qu'on termine ensemble. J'ai encore Oui, 2 questions pour toi, vas-y. sur, 2 sujets que tu as très vite balayés et évoqués. Tu nous as parlé de ton congé mat à un moment, et on sent que, tu mets un point d'honneur, je trouve, à essayer de trouver un équilibre justement entre ton travail et ta vie. Comment tu trouves un équilibre, ensuite quand tu reviens et que, tu es maman, dans une industrie où, les délais, les deadlines et les journées passent très vite. Où est-ce que tu mets le curseur, et comment tu t'en sors? Ah, tu sais, quand tu deviens maman, là, c'est ta priorité. Ce sera tes enfants avant tout. Puis, tu sais, je, euh, tu choisis aussi les compagnies avec lesquelles tu travailles en conséquence, dans le sens où, tu vois, par exemple, Hybride, ça fait partie de leur, comment dire, j'ai pas le mot sous Valeur, cahier des charges. valeur, oui, merci, de leur valeur. C'est la famille en premier. Et puis, pas, tu te trouves d'autres moyens de t'organiser. Quand tu deviens maman, là, déjà, faut que tu t'organises autrement, déjà à la maison. T'as pas trop le choix. Et puis, après, tu mets tes priorités à d'autres endroits. Donc, moi, j'ai appris à beaucoup à déléguer. Pas pour surcharger d'autres personnes, hein, loin de là, mais à plus séparer certaines tâches pour que tout le monde ait une vie normale, disons, tu sais, de pas faire d'overtime, tout ça, mais euh, que chacun y trouve quelque chose. Puis il y a certaines personnes qui veulent faire ça, qui veulent s'investir. Donc, c'est plus ma manière de travailler maintenant, c'est de me réorganiser, puis de trouver les bonnes personnes qui veulent, euh, disons, s'investir avec moi sur des choses, puis qui veulent prendre une partie, Mm, mm. puis de Ok. déléguer. C'est plus ça. Tu te trouves des trucs pour aller plus vite, tu trouves des choses pour t'organiser, puis ça vient avec. De toute façon, je me dis, ta vie familiale a changé aussi. Il faut aussi que tu te réorganises à la maison. Maintenant, j'en ai deux. J'en ai fait le deuxième, donc tu vois, ça marche. J'ai passé le premier, puis j'ai fait la deuxième. Mais donc, tu sais, ça vient naturellement. Je pense que tu te trouves des outils pour aller plus vite, puis de pas trop en avoir plein la tête. C'est sûr, tu sais, que quand tu es superviseur 3D, ben, tu en as encore plus. Donc, oui, j'en fais un peu des heures. Mais tu vois, je suis dans une compagnie qui est très, euh, voyons, ouverte à ça. Donc, tu vois, j'ai des horaires un peu atypiques, mais ils savent que, tu sais, ils peuvent m'appeler, même si je suis plus là, que je vais chercher mes enfants, ils savent qu'ils peuvent m'appeler s'il y a une urgence ou je me reconnecte plus tard. C'est l'avantage d'être à la maison, de travailler à la maison, c'est que je peux me reconnecter plus tard. Puis, et c'est ça, c'est une question aussi que ta compagnie te fait confiance. Puis c'est que tu vas trouver des solutions pour t'organiser. C'est vraiment juste ça. Tu te mets tes priorités ailleurs. Puis je pense que c'est ça. Tu choisis ton travail, la compagnie pour laquelle tu travailles en fonction d'eux aussi, s'ils ont les mêmes valeurs que toi.
Et justement, ça, Ouais, si vous êtes alignés, ils vont aussi comprendre les choix que toi tu veux faire en fonction et ils vont être un peu plus flexibles pour bah, te permettre d'aller chercher justement tes enfants, mais tu restes pour autant dispo pour tes équipes et c'est là où vous trouvez en fait un entre-deux exact. pour que bah, toi tu les vois, mais en même temps tu laisses pas ton équipe si jamais ils ont besoin d'eux et tu trouves un entre-deux où tout le monde s'y retrouve et un équilibre par rapport aux priorités que tu as fixées, à savoir ta vie de famille qui est plus important et que Oui, tu as envie de mettre en premier plan. exactement. Tu sais, moi, l'équipe, là, ils ont mon numéro de téléphone. Je leur ai dit, tu sais, à partir de tout à l'heure, bon, je suis plus connectée, mais appelez-moi si vous avez une urgence, tu sais, si vous avez quelque chose, appelez-moi, quoi. Puis ils le savent, je leur dis à chaque fois. Mais tu sais, ils peuvent m'appeler, y a pas de trouble. Tu sais, je pense que c'est ça, comme tu dis, c'est un compromis. C'est un entre-deux. Tu sais, donc, puis j'ai changé aussi mes horaires de travail là, en ayant mon premier enfant. Je commence à 7 heures, je finis à 4 normalement. Pour mon 8 heures, hein. Pour mon 8 heures, moins l'heure de lunch, bien sûr, mais de 7 heures à 9 heures, il n'y a personne. Donc, moi, j'avance beaucoup de choses pendant ce temps-là. Je prépare la journée, je règle les bugs techniques que j'ai pas pu faire la veille ou qu'on m'a envoyé entre deux, tu sais, en fin de journée la veille. Et je prépare ces choses-là. Donc après, les gens arrivent à 9 heures, puis là, on commence les réunions, les meetings de review, les choses comme ça. Et puis normalement, pour moi, à 4 heures, les gens savent ce qu'ils ont à faire. Parce qu'ils finissent à 6. La plupart finissent à 6 heures. Donc de 4 à 6, normalement, à part qu'il arrive quelque chose de vraiment grave, un gros bug, il n'y a plus d'électricité, tout a jeté down, tout a brûlé. Bon, je peux rien faire de toute manière, mais normalement, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est ça. En général, on essaie de faire ça. C'est pas toujours tout rose, hein, c'est pas toujours tout rose, mais la plupart des temps, c'est une réorganisation. Puis, bah, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, puis il faut trouver les bonnes personnes à côté de toi pour t'aider, en fait. Puis ces personnes-là qui veulent vraiment prendre ça, en fait. Hein. Il y en a qui veulent qu'on leur donne un peu plus de responsabilité. Ils aiment ça et tu leur donnes une mission, et ouais, ouais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. C'est super content, motivé, ok, j'ai participé à ça, c'est parti. Donc, faut donner cette chance-là aussi. Mm, mm. C'est le deuxième volet que tu évoquais, beaucoup plus centré sur l'équipe. Enfin, oui, c'est ça, centré vers l'équipe pour Mhm. beaucoup plus déléguer et réussir à splitter des tâches pour justement pas toutes les prendre. Si tu as des gens qui sont ultra volontaires et à qui tu peux faire confiance, autant en profiter. Et pour autant, tu les surcharges pas. Tu vas pas charger la mule à des gens qui sont déjà à à Ah non, 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 150%. c'est sûr que non, c'est sûr que non. Puis, tu sais, je veux pas non plus, si une personne qui garde tout pour elle, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va être un bottleneck, ça va être le bouchon. Elle va pas pouvoir tout livrer, elle va pas pouvoir, tu sais, genre, si t'as une personne qui a tout, là, ben, c'est clair qu'elle pourra pas comme, Euh, tu sais, ça va être le frein, ça va être, ouais, elle un pourra pas rouleau comme d'étranglement. étranglement, tu sais, comme, tu sais, chercher le mot en français, bottleneck, bouchon, étranglement. Puis, tu sais, les autres vont attendre après. Si tu splits, ben, ça va être plus fluide. Donc, bon, c'est ça, c'est toute une réorganisation. Mais comme je te dis, regarde, ça m'a pas empêché de faire un deuxième enfant. Donc, Bah oui, oui, c'est que l'équilibre et en tout cas les solutions que tu as trouvées bah, fonctionnent. Sinon, tu n'aurais pas fait un deuxième et tu t'aurais fait des burn-out comme beaucoup d'autres gens. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, faut pas faire un burn-out, faut penser à soi un peu. Tu sais. Si, c'est, j'aime beaucoup mon travail, mais c'est un travail, c'est pas ma santé. Je pense que la santé, tu sais, est super importante. C'est comme des fois, si j'ai un artiste, je le vois, ben, attends, t'es malade là, t'es pas bien, t'as la fièvre, va te reposer, reviens plutôt demain matin si t'es en pleine forme. Mais là, tu produis rien, tu sais, ça sert à rien. Je pense que il y a plein de choses comme ça. Des fois, c'est juste, t'as besoin d'un break, prends un petit break. Je préfère ça que tu restes, je sais pas, 3 heures sur un problème qui, normalement, te prend 15 minutes. Tu vois, je pense que c'est très important. Puis, c'est bête, mais toi, regarde, Hybrid nous envoie des petits colis régulièrement. Ben, ça remonte le moral. Tu sais, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses quand même cool. Mais tu sais, c'est des petites affaires comme ça qui font que
Ça te garde tes artistes. Oh, bah, c'est cool, j'ai eu ça, tu sais, ça garde le moral et tout. Donc, tu bon, meilleure santé, si tu as plus le moral aussi, c'est un tout, je pense. Mm, mm. C'est un tout. Puis, Euh, ouais. En tout cas, de ce que tu nous racontes, en mettant l'humain au centre des valeurs, à la fois l'équipe est gagnante, mais aussi la boîte. Et comme Mhm. tu le dis, des fois, il faut juste être pragmatique. Et quand tu es crevé, que tu vas mettre 3 heures à faire un truc, alors qu'en pleine forme, tu mets 15 minutes, il faut mieux peut-être se reposer une demi-journée, mais au moins être beaucoup plus Oui, productif. Non. ah, c'est ça se trouve, le lendemain, tu feras 3 fois plus de choses, quoi. Carrément. Mm. Et s'écouter et accepter qu'on n'est pas des machines et on n'est que des humains. Et il faut aussi s'écouter et Oui, mettre là, notre santé au premier plan. puis on n'est pas juste des pousseux de boutons, comme on dit ici au Québec. On ne peut pas juste pousser un bouton, là. C'est quand même, c'est quand même on a quand même de la job demandante, là, tu sais. Mais non, il faut s'écouter. Je pense que c'est très important. J'ai une dernière question avant de passer aux 3 dernières qui seront très rapides. Je suis désolée, tu m'as donné tellement de ficelles que j'ai envie de les tirer jusqu'au bout. Vas-y, je t'en prie. Tu nous as parlé d'une conférence sur leadership que tu avais fait. Qu'est-ce que tu dirais aux filles, aux femmes qui nous écoutent, qui ont moyennement confiance en elles, pour que justement elles soient peut-être les leaders de demain et qu'elles aient confiance en leur leadership? Waouh, c'est toute une question, ça. Euh, mais de ne pas s'arrêter au premier obstacle. Je veux dire, comme tu sais, je l'ai mentionné, je pense un tôt, mais si elles sont motivées, elles y arriveront, puis elles trouveront quelqu'un qui va les encourager, qui vont voir cette motivation-là. Puis que c'est pas vrai que d'avoir une famille, ça te bloque pour être dans le leadership. Il y en a plein qui disent, oh non, mes enfants, je pourrais pas faire les deux. Si tu veux vraiment le faire, tu vas trouver un moyen. C'est, comme tu disais, c'est de la réorganisation. Donc, puis que elles ont leur place, tout simplement. Tu sais, chacun a sa place. Tu sois un homme ou une femme. Je veux dire, si tu fais la même job, qu'est-ce que ça change? Puis je sais que tu sais, les entreprises embauchent de plus en plus de femmes aussi parce que ça change l'atmosphère dans les équipes. Je sais pas si ça l'adoucit peut-être un peu, mais ça change un peu. Mais ça apporte quelque chose d'autre. Tu sais, c'est ça. Donc, il ne faut pas qu'elles lâchent. Si elles veulent vraiment faire ça, mais tu peux y arriver. J'aurais rien d'autre à leur dire parce que c'est vraiment la motivation qui fait que tu vas y arriver ou pas. Donc, Non, mais c'est déjà j'ai bien beaucoup. répondu à ma question. Oui, ta réponse, elle est très bien. Ok. Non, mais j'ai rien à rajouter tellement elle est complète et t'as tout dit. Si tu veux bien, du coup, on va conclure l'épisode ensemble et puis Ouais. tu auras peut-être encore l'occasion de nous faire une petite phrase de motivation ou de nous donner justement, toi, des phrases qui t'ont marqué dans cette conclusion. Qui tu aimerais entendre sur de futurs épisodes? Est-ce que tu as réfléchi à cette question-là? Les futurs épisodes. Oh, c'est une bonne question. Tu sais, j'ai vu que tu avais beaucoup d'interviews avec des leads et tout ça. Je me demande Ouais. qu'est-ce que ça serait un junior qui sort de l'école, tu sais, voir son avis à lui, comment il se sent en sortant de l'école. Ça pourrait être le fun, tu sais, de dire, ok, tu sors de l'école, c'est quoi ton impression? À quoi tu t'attends? Tu sais, Carrément. quand tu t'attends, qu'est-ce que tu as entendu parler? Est-ce que tu as entendu parler de VFX? Comment tu as entendu parler? Tu sais, de savoir quel avis il a déjà, quelle vision il a déjà de ce domaine-là en sortant de l'école. J'aimerais ça, voir ça, tu sais. Parce que je trouve que c'est important aussi de voir leur point de vue, surtout maintenant. Tu sais, qu'est-ce qu'ils leur disent à l'école sur le monde du VFX? Est-ce que c'est tout rose? Des choses comme ça. Je pense que ça serait cool d'avoir l'avis de quelqu'un qui sort de l'école. Bah, écoute, tu me devances. J'allais faire un appel justement demain. Si des étudiants étaient partants, mais à la date où on enregistre, je pense que le message sera déjà diffusé quand l'épisode sortira. Mais
Mais si justement vous écoutez cet épisode et que vous n'avez pas vu mon message, je recherche des étudiants ou des juniors qui viennent de rentrer dans l'industrie pour qui c'est votre premier job. Donc n'hésitez pas à me contacter, puis on voit si on s'en parle, si on enregistre un épisode ensemble. Mais ce sera avec grand plaisir Ouais. Je pourrais peut-être te donner ma mentorée, parce que je suis mentor. Puis ma mentorée, Vas-y, elle a fait un changement de carrière. vas-y. Donc, je te contacterai après, je donnerai son nom après. Mais Ok. je te donnerai son nom, puis si ça l'intéresse, parce que elle a un parcours un peu atypique et elle a vraiment changé de carrière d'un seul coup. Donc, puis elle pourra te parler de son parcours, puis comment, tu sais, des difficultés qu'elle a rencontrées aussi à trouver un boulot. Carrément. Trop cool. Ça, je te donnerai son nom. Mais elle a un Merci. boulot maintenant. Je suis pas mal fière d'elle. Ce sera une histoire qui finira bien. Je te remercie, Nadège. On va pas foutre un coup de blues à tout le monde. Attention, Chouette. spoiler. Oui, ah oui, je l'ai pas dit. Attention, spoiler. L'une des deuxièmes questions, mais la réponse sera a priori plus facile. Où est-ce qu'on te retrouve? Donc, au Québec, en réel? Est-ce que virtuellement on peut te retrouver quelque part? Et puis tu parlais aussi de mentorat. Où est-ce que tu mentors? Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors, me retrouver virtuellement, à part LinkedIn, tu sais, LinkedIn, c'est le meilleur endroit. Là. Euh, puis sinon, oui, je fais je suis encore c'était la première session de mentorat organisée par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec et le Centre NAD. Donc, je suis dans la première batch de mentors. Je fais ma petite formation. Puis je suis encore dedans. Je suis encore ma mentorée jusqu'au mois d'août. Donc c'est ça, c'est le Bureau cinéma télévision du Québec et avec le Centre NAD qui ont organisé ça. Là, il commence la deuxième batch. Puis c'est ça. Sinon, c'est LinkedIn. Je suis assez présente sur LinkedIn. Je poste souvent quand je cherche du monde, je forward les posts de hey, on embauche, on embauche. Puis, mais ouais, c'est pas mal ça. J'ai même pas de site web, t'imagines? Je n'ai même pas. Je pense que mon dernier démo date de 2009. Mon démo Real 2009, on est en 2021, t'imagines? C'est ça. J'ai même pas de site web. Je sais, je fais dur. Mais c'est ça. Ouais, ce serait pas mal là. On ne retrouvera pas ta démo, mais on pourra te retrouver sur LinkedIn pour tous ceux qui Mais veulent te non, tu peux suivre. pas voir ma démo de 2009, ça a un peu changé depuis. C'est normal, Mais c'est normal. après, quand t'es superviseur, t'as plus vraiment de shot à toi. C'est quand même les artistes qui l'ont fait. Mm, mm. Oui, donc ça a un peu moins de sens de faire une démo de travaux qui ne sont pas les tiens et que tu as juste Bah, supervisé. exactement. Moi, je pense que mon LinkedIn suffit. Il y a les projets sur lesquels j'ai travaillé. Puis voilà quoi. Après, Carrément. c'est ça qui fait un peu ta carte de visite, entre guillemets. Ça, puis IMDb, où t'as toute la filmographie et tout ça. Je mettrai tous les liens de ton LinkedIn, du mentorat que je vais essayer de trouver. Et puis pour ceux qui veulent te retrouver, IMDb, si tu veux, je les donnerai. avec plaisir. Et puis je vais te laisser conclure cet épisode avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un conseil qu'on t'a donné qui t'a marqué, une phrase que tu donnes tout le temps à tes équipes, une phrase qui te motive quand justement tu vois tous les problèmes et il faut trouver des solutions. Tu es très libre du format. Bah, tu sais, je vais revenir à celle que je t'avais dit là, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Puis, faut rester motivé. C'est Pas mal ça pour mon mot de la fin, je pense. c'est Ouais. un très bon mot de la fin, surtout si ça te caractérise bien et que justement ça reste ton porte-drapeau et ton étendard que tu prônes à toutes tes équipes. Je pense que c'est un bon mot de la fin, en effet. J'essaie. J'essaie fort. Tu sais. Puis, franchement, je suis très contente en ce moment. J'ai une super belle équipe. Là. On a une très belle équipe chez Hybrid. Puis, on est choyés. Donc, voilà. En tout cas, ça se sent et c'est ce que je trouve laisse transparaître tes réponses où justement il vous donne l'occasion de trouver un équilibre et de vous épanouir dans votre vie pro mais aussi dans votre vie perso. Et c'est aussi comme ça que tu as des individus qui éclosent et qui sont meilleurs et beaucoup plus heureux et épanouis. Donc
Ça se ressent et c'est très chouette. C'est en tout cas un beau visage, je trouve, de l'industrie quand les Ouais. deux arrivent à être alliés. Et, bah, merci pour ce témoignage, en tout cas, Nadège. Ben, ça me fait plaisir, tu sais. Puis si je peux donner le goût à d'autres gens de venir dans le VFX, on a besoin d'artistes. Venez. C'est ça, comme vous l'aurez compris, Nadège recrute, Hybride recrute. Si jamais Je suis vous êtes petite en... pub. Bah oui, oui, tu fais bien, carrément. Donc n'hésitez pas à aller regarder justement les annonces qu'elle pourra relayer sur son LinkedIn si jamais vous cherchez un job en ce moment. Si vous êtes encore en train de nous écouter au bout d'une heure 40, j'espère encore que cet épisode vous a plu autant que les autres. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le relayer sur vos différents groupes Discord, Facebook et compagnie. Là-dessus, je vous fais confiance. Et puis, comme vous l'avez entendu, si vous êtes étudiant ou junior et que vous êtes à l'aise et que vous voulez parler de votre expérience et de votre vision de l'industrie, bah, je suis carrément ouverte à la discussion et pour qu'on fasse un épisode ensemble. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Nadège! Salut Sandrine. Merci encore pour ton temps. Je te remercie encore, mais c'est important. Ciao. Bye.